bonjour. Salut. Comment ça va le STFC? Commençons par le STFC qui ont, je crois, gagné la dernière fois. Le STFC va très bien. Il est chaud patate ce soir. Il a rechargé son phaser, il a chargé les torpilles à photons, puis il est prêt à tout balancer. C'est sale, c'est très sale quand tu dis les choses comme ça, mais ça commence bien. Bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui ont eu cette chance dans la vie de ne pas vous connaître encore, vous pouvez vous présenter? Donc moi, derrière STFC, donc je suis Sébastien, le président du STFC. Donc le STFC existe depuis maintenant 5 ans. On attaque notre 6e année. Donc on représente la franchise Star Trek en France à travers diverses activités qu'on fait, présence en convention, etc. Et donc voilà, donc on fait des rencontres entre fans, des visionnages d'épisodes, des débriefs d'épisodes quand il y a des nouveaux épisodes qui sont diffusés, et on est présent sur multiples conventions. Tiens, mettons là-dedans. Dans 2 jours, on sera à la Camoplay de Dijon. On aura un stand Star Trek sur une grosse convention sur Dijon. Donc voilà. Question, est-ce que vous êtes déjà venu à Metz? Metz, non, on n'a pas encore fait Metz. C'est pas dans le territoire de la fédération. C'est ça. Bonjour Hugo, je crois qu'on s'était jamais croisé encore. Non, pas encore, non, moi c'est ma première fois avec vous. Tu verras, ça se passe bien, on est doux au début. J'espère. Voilà. Ah, mais au début, oui. Et sinon, alors, dans les challengers aujourd'hui, nous avons donc Romain. Bonjour Romain. Bonjour tout le monde. Et Guillaume. Salut. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Avec qui vous couchez? Ensemble, régulièrement. Ouais, du coup, on va dire ça. Maintenant, on devait pas le dire ce soir, on devait garder ça pour le podcast, mais bon, ok. Romain, un peu moins depuis le Covid. Et sinon, quand on s'ennuie, on se réunit à plusieurs dans un podcast qui s'appelle Le Cadran Pop, et dans lequel nous parlons de Star Trek de manière assez régulière, je dois dire. Depuis combien de temps, Guigui? Ça va faire... on va bientôt fêter notre 2e anniversaire. Et on va attaquer le 42e podcast. Donc, ouais, ça roule plutôt bien. Hein. Un peu... j'allais dire, on va le démarrer un peu dans la complexité, parce on s'était programmé tout avec le retour de Discovery et tout machin, tout a un peu volé en éclats avec les dernières annonces, finalement qui est pas diffusé finalement. Ah si, c'est diffusé, mais enfin en live et tout machin. Donc ça nous a un peu bousculé, mais enfin on est là, fidèle au poste malgré tout. Je pense qu'on est les seuls à regarder Discovery en France du coup, mais on le regarde avec attention. Non, il y a aussi Yves qui regarde. Oui, c'est ça. Il y a nous, les fan clubs français, mais je pense qu'on est les derniers des Mohicans, quoi, qui regardons sur Pluto en live le samedi. Et vous faites aussi des podcasts. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, en fait. Donc là, actuellement, sur Discovery saison 4, du coup, effectivement, comme il y a potentiellement moins de gens qui regardent que d'habitude, on va faire un podcast tous les 2-3 épisodes, donc toutes les 2-3 semaines, où on débriefe chaque épisode à chaud, parce que le truc c'est que à chaque fois on regarde l'épisode et direct après on prend nos micros, nos casques et puis on y va quoi. Et donc c'est diffusé sur le flux du Coin Pop sur les applications de mobile ou directement sur le site Ocha, ou si vous allez sur le site lecadranpop.fr, podcast.lecadranpop.fr, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le podcast et ceux qui y participent. Ce jeu est fait 100% à jeun. Presque. Alors, on va commencer. Comme vous le savez, au début, on a un petit quiz pour savoir qui commence le QCM dont vous êtes le héros. Et pour savoir qui commence la première série de questions culture G, culture Star Trek, je vais demander à chacune des équipes de me raconter la meilleure blague, et la meilleure blague se verra commencer. Putain, c'est nul. Les vainqueurs du dernier épisode étant le Star Trek French Club, vous avez l'opportunité de commencer. Putain, c'est une blague liée à Star Trek ou ça peut être une blague? Moi, je veux la meilleure blague. Waouh. Ça, c'est fourbe, ça. Ouais. Alors, ce jeu est fourbe, absurde et mauvais. Est-ce qu'on doit faire ça chacun à notre tour, non, ou chaque participant, ou chaque équipe? Chaque équipe, un par équipe. Ok, viens, Romain, on se concerte sur le chat, vite. Oh putain. Hugo, t'as des idées? Alors non, je suis en train de chercher des blagues Star Trek, ce serait bien de rester dans le thème, mais là, je sais pas grand-chose. On m'avait pas préparé pour ça, non? T'es préparé à rien du tout, tu vas voir. T'es prêt à rien.
Excuse-moi, j'ai tout de suite webcam, j'ai ma webcam qui ne veut pas s'allumer. Ah, on m'entend quasiment pas, on me dit. Hein Ah, moi, je t'entends, mais c'est Sur vrai le- que sur- j'ai ouais, pas de sur retour le sur le Skype. Twitch. Ouais, sur le Twitch, on a les retours de Caninote. Mais là, j'ai tout augmenté, donc vous devriez m'entendre. Wow. Alors, il n'y a pas une blague? Euh, Sinon, c'est les gagnants du dernier hein, qui commencent. Après, on peut gagner par abandon. Hein. On peut gagner par un non. Mais si on abandonne tous les deux, Bah, c'est votre tour techniquement. Enfin, je veux pas être C'est mauvais joueur, mais personnellement, moi j'ai rien. Après Seb, je sais pas si c'est quelque chose. bah, j'aime bien des blagues, mais c'est monstrueux, donc non. Ok. Bon, on va laisser la main. Allez, vous laissez la main. À vous. Est-ce que tu as une bonne blague, Romain? Parce que sinon, j'en ai une pourrie. vas-y parce que non. Ok. Comment est-ce que les abeilles communiquent-elles entre elles en distanciel? Bon, alors, vu que Vous c'était l'avez pas une blague, non. Non. Bah, elles communiquent par e-miel. Voilà. Elle est pas mal. Ah, Moi, j'ai j'ai cru que envie la de blague, rire. c'était en distanciel. Ok, Ouais, non, moi aussi, mais effectivement. J'ai envie de rire. Tu te forces un peu, mais c'est bien, merci. Pas du tout. C'est mon rire le plus naturel. Et ben, du coup, c'est le Quadrant Pop qui commence la série Voilà. du quiz. Première victoire. Alors, première question. Lequel a la tête qui repousse une fois coupée? Le lombric, le Parti Socialiste, Duncan MacLeod ou Marie-Antoinette? Bah, le lombric. Vous validez? Oui, oui. Le Parti Socialiste aussi était bon, mais oui, le lombric. T'es vous sûr, gagnez un hein, point. Bah, ouais. Bah, je non. suis pas trop d'accord, hein, On- historiquement. Hein. On n'a pas dit une tête intelligente, on a dit il y a toujours une tête qui pointe. Voilà. Ah, ok, d'accord. Donc un point pour le Quadrant Pop. Deuxième question pour le Quadrant Pop. En 1970, dans la péninsule de Kola en Russie, il a été forgé le trou le plus profond du monde. Les travaux se sont interrompus pour quelle raison? Les sons qui remontaient du trou rendaient fous les chercheurs. La température était 2 fois plus importante que prévu. Le premier album de Francis Lalanne venait de sortir. La fistinière avait le monopole sur ce type de travaux. Alors, moi, j'aurais dit il y avait plus assez de vodka à la cantine, et du coup, ils pouvaient plus que travailler, les mecs. Mais bon, tu l'as pas mis, donc c'est pas ça. Moi, je dirais la chaleur était devenue insupportable. Ouais, je pense aussi, ouais. Bonne réponse. Putain, on est fort. La légende, Ouais. la légende, pour la culture, la légende veut aussi que les sons qui remontaient mettaient mal à l'aise l'ensemble des travailleurs. Et ils avaient l'impression d'entendre l'enfer. D'accord, mais Ouh. c'était Jean-Claude qui était à côté, c'est sûrement ça. Ou c'était la vodka aussi, la bulle, la vodka, le froid. Bon. Troisième question. En France, il est interdit de donner un prénom particulier à un cochon. Est-ce qu'il s'agit du prénom du président en fonction? Est-ce qu'il s'agit du prénom de Jésus? Est-ce qu'il s'agit d'Éric Zemmour? Ou est-ce qu'il s'agit de Napoléon? Bon, à mon avis, c'est Napoléon. Un truc aussi con, ça peut être que Napoléon. Ouais, pareil. Parce que c'est vieux, ça fait 200 ans que ça a été instauré, et personne n'est revenu là-dessus, quoi. Tout à fait. Troisième point, ça commence à être un sans faute. Hein. Alors, je vois qu'on a un joli pull AEW. Faut C'est pour toi, celle-là, elle est pour toi. faut aimer les barbecues. Quels sont les catcheurs qui ont joué dans Star Trek? Quels sont ces 3 catcheurs? Je vais vous donner 3 noms de catcheurs. The Rock. Ouais. De mémoire, il y avait. Vas-y, dis les noms. Alors, il y a soit The Rock, Big Show, William Shatner, soit The Rock, Dave Bautista et John Cena. Ouais, c'était les premiers. Tout à fait. Ouais, parce que William Shatner, oui, il est considéré comme un catcheur, on est d'accord. Eh oui, il a été Eh oui, Hall of Fame. C'était ça le piège. Eh oui, le piège. C'est ça, c'était Big Show, c'était dans Voyager. C'était Big Show et The Rock dans Voilà. un épisode de Voyager. Non, Ouais. Il se lutte contre Seven. Ah, voilà, The Rock qui lutte contre Seven et The Big Show, il essaye de vendre T-Paul dans Enterprise. C'est ça. Voilà. Ouais. Et les mecs, ils choisissent bien. Alors, dernière question. Combien de Mongols sont des descendants directs de Gengis Khan? Moins de 10%, moins de 5%, moins de 2%, plus de 10%. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a un seul gars
il est responsable de 10%. Voilà, sa descendance, c'est la moitié, enfin une grosse partie du pays, quoi. C'est ça la question. Moi, je dirais, du coup, c'est tellement fou, je dirais que ça peut être plus de 10%. Ouais, pareil. Eh ben, c'est une réponse fausse. Moins de 10%. Ah. Ensuite, Il y a 7,8% des Mongols qui sont descendants directs de Gengis Khan. c'est quand même pas mal déjà. Hein. Et c'est un sacré queutard. Putain, la vache. Il a pas traîné. Hein. Le mec, il est dans un village, hop. Bon. Et ben, c'est quand même 4 points pour le quadrant pop, les enfants. Pas mal. Est-ce que le STFC va relever ce challenge? Bah, On va bien essayer. sûr. Bah, bien sûr. Première question. Quelle est ma plus grosse crainte dans la vie? Je sais. L'obscurité totale? L'agoraphobie? La peur des jours de vent parce que j'ai peur de me prendre un panneau ou une poubelle? Ou la peur du silence? C'est très fourbe hein, comme question. Ah! Moi, je dirais les 4. Les 4. Il en faut une. Il La en faut vraie une. peur que j'ai, le vrai truc qui m'emmerde. J'aurais dit pourquoi pas l'agoraphobie, ouais. Ouais, je dirais l'agoraphobie aussi. D'accord. Bah, c'est la seule peur que j'ai pas, l'agoraphobie. Oh, pardon. Ma vraie peur et qui fait que je ne sors pas les jours de vent. C'est celle-là, c'est les jours de vent. J'ai trop peur de me prendre un panneau ou une poubelle. C'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est des choses qui arrivent. La peur du silence vient en deuxième et celle de l'obscurité totale en troisième. Voilà, faut le savoir. Et il le sait parce qu'il a dû écouter mes podcasts, Guillaume. Je l'ai déjà dit 2-3 fois que je sortais pas les jours de vent. Donc, 0. Septième, alors question pour vous, pardon. Combien de jeux vidéo ont été faits autour de Star Trek? Moins de 10, au moins 57, à peu près 23, plus de 125. Ah, ça, c'est pour Hugo. C'est lui le C'est pour nous la spécialiste. question, c'est pas pour nous. Hein. Ouais, c'est pour le STFC, pardon. Je sais ce que j'aurais répondu. Mais... Ouais. Toute plateforme confondue. Toutes plateformes confondues. C'est une super bonne question. C'est au moins 23 ou plus de 23? À peu près 23. Moins de 10, au moins 57, à peu près 23, plus de 125. Oh, putain, il y en a quand même eu un paquet. Hein. Parce que Bah, même en j'hésite PC, entre deux, ouais. J'hésite entre. moi, j'hésite entre 23 et 57. Ouais, Moi. moi aussi. Parce qu'il y en a vraiment un paquet qui a été fait. Surtout sur PC, il y en a plein qui sont sortis. Sur console. Même il y a les jeux portables aussi. Oh. Surtout, il y a même les jeux, tu sais, les vieux jeux dans les années 80, un truc de calculatrice, Ouais. là. Ouais, moi j'aurais tendance à dire 57, mais. Ouais, moi aussi. Allez. Vous D'accord, validez c'est- 57? Ouais. Eh ben c'est Ouais. faux, il y en a plus de 125. Ah ouais, 125. Oh la carrément. vache. Eh ouais. La page Wikipédia en manque un petit peu. De mémoire, il me semblait qu'il y en avait une quarantaine. Il y a Et plus de j'hésitais du 125. coup entre 23 et 50. Entre tous les portages, les adaptations, D'accord. les consoles qu'on connaît pas, voilà. Allez, STFC, reprenez-vous là, vous êtes à 0. Ouais, là ça va pas. Là. Bon, dans la série Hanna-Barbera... Ok. Non, il y a quelqu'un qui a hissé le drapeau. Dans la série Hanna-Barbera, Dynamo Wood et Wonder Dog, qui inspire Blue Falcon? Le fantôme du Bengale, Sandman, le spectre, Batman. Oh putain, la vache, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Moi c'est j'étais vraiment- pas né. Pour Ah ma bah moi non défense. plus. Oh la vache, putain, ouais, c'est fou de ça comme question. Seb, je te laisse répondre. Je peux avoir les Alors, les compositions? Ouais, dans la série Hanna-Barbera, Ouais. Dynamute, Wonder Dog, qui inspire Blue Falcon. Le fantôme du Bengale, Sandman, le spectre, Batman. Pour ceux qui ont vu Je la dirais dernière Batman. vidéo... Pour ceux Je qui dirais ont- Batman. Ouais, Batman. Bon, bonne réponse. Et c'était dans la dernière vidéo du MEA. Avant-hier, voilà. Super chaîne, d'ailleurs. Exactement. Allez, avant-dernière question, le STFC. Omicron Theta est un nouveau variant bien relou, le petit nom que donne un des participants de ce jeu à son pénis, une planète dans Star Trek, une vraie planète. Alors, une planète dans Star Trek, j'en suis presque sûr, Omicron Theta. Une vraie planète, ça m'étonnerait qu'à moitié qu'ils aient appelé, parce que je sais qu'il y a certainement Oui, c'est de possible. planètes aussi, dans ouais. Star Trek qu'ils ont donné à des planètes. Non, donc ça fait au moins 2.
Un variant chelou, on ne sait pas encore s'il a fait encore des petits frères, le variant Omicron. Et pour la deuxième réponse, je ne vous connais pas encore assez intimement pour le savoir. Il l'aurait appelé plus et il aurait donné un autre nom, je pense, Cyril, au sien. Donc je dirais la réponse C, la réponse D. Alors, une seule réponse, ça me va, moi. La réponse C ou la réponse D? Une planète dans Star Trek. Exactement. Et c'est la planète Omicron Theta, oh la vache, c'est dans quoi qu'on la voit C'est la planète où on trouve Data. D'accord. Ah oui, c'est la planète où qui a été attaquée par l'entité cristalline. Exactement. Allez, dernière question. Vous n'avez que 2 points, le STFC. Quel est le pourcentage de la population mondiale buvant de l'eau qui va mourir? 10%, 25%, 50%, 100%. Bah, normalement, d'après les chiffres, hein, on est sur du Après les derniers chiffres, moi je dirais 100%. C'est une bonne réponse. 3 et 4. Alors, le FCFC, vous n'avez que 3 points. Et le Quadrant Pop, vous en avez 4. Donc, c'est vous qui allez commencer le fameux QCM. D'accord. Nous sommes dans une aventure de TOS, c'est Animated Series. Vous avez le choix à chaque fois avec... ouais. Non, The Original Series. The Original Series, oui. Putain, vous m'avez pas Ah, pardon, j'ai entendu The Animated Series, c'est pour ça. Non, mais vu le scénario que j'ai pondu, ça pourrait l'être. On commence. L'espace, l'ultime frontière où bourlingue l'USS Enterprise avec un équipage de Cador autour d'Omicron variant 2. Il faut cartographier cette planète. Kirk rentre sur la passerelle et dit, c'est beaucoup trop grand ce truc. Ah, il y a 142 possibilités, donc c'est très chiant. Alors, Sulu, merci de lancer une scannification de la planète. 2. Spock, saviez-vous qu'il y avait des choux de Bruxelles à la cantine? 3. On tire une cartouche. Alors, attends, c'est quoi? C'est une question que tu nous poses de qu'est-ce qu'il dirait en vrai? Kirk ou rentre ce que sur la nous, on passerelle. aimerait qu'ils disent. Et il a 3 choix. Soit il dit Sulu, merci de lancer une scannification de la planète. Soit il dit Spock, saviez-vous qu'il y avait des choux de Bruxelles à la cantine? Soit il donne l'ordre de tirer une cartouche. Ouais, non, mais ma question c'est est-ce que on doit répondre ce qu'on pense qu'il dirait ou ce qu'on a envie parce que ça nous fait plaisir? Ah, ça, à vous de voir. D'accord. Et bon, enfin, moi, scanner, monsieur Soulou, soyons dans le jeu. Ah, moi j'aurais parlé des choux de Bruxelles parce que j'aurais bien imaginé que Spock te dise un truc du style oui mais capitaine, il y a des réplicateurs de bouffe, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, allez, allons pour les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, très bien. Alors hop, Spock. Et puis en plus, oui vas-y, pardon. Spock est tout trait de cette réflexion. Il est surpris d'être émotionnellement atteint par les choux de Bruxelles. Il attaque le capitaine Kirk comme un forcené. Bordel, les choux de Bruxelles, c'est un code pour lui signaler qu'une entité maléfique possède Kirk. Il va voir McCoy tout en se grattant une coille. Il tire une cartouche. Ah, c'est-à-dire, il tire une cartouche, c'est-à-dire... Ah oui, il y a un running gag dans le QCM, il y a toujours le 3e, ça sera toujours la même chose. Là, en l'occurrence, il tire une cartouche. D'accord. Bah, il va voir McCoy. En se grattant une coille. C'est une case bonus. Si vous savez refaire un sketch entier de François Pérusse, vous pouvez gagner la partie, sinon il faut recommencer au début. Alors attends, il y a le nouveau père, tu connais celui du nouveau père? Faites-moi un sketch. Vous savez mon petit, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait Schlagagao. Non mais attendez. En plus, vous savez ce qu'il m'a dit ce matin? Ce matin il m'a dit allez, papa. Voilà. Qu'est-ce que ça suffit? Je vais pas faire ça pendant 2 minutes quand même, tu vois. Là, j'ai donné de moi quand même. Je trouve que ça suffit pas pour gagner le jeu, mais ça devrait suffire pour pas revenir 2 cases en arrière. Ouais, là, je suis d'accord. Bon, je vous avoue, effectivement, ça vous suffit pour pas revenir en arrière et c'est gagné. Il y a des cases salopes comme ça où vous pouvez gagner 10 points d'un coup. Ok. Donc c'est au STFC maintenant de choisir une autre voie, sachant qu'ils n'ont plus le droit de prendre les choux de Bruxelles. Moi j'ai mis. Oh la déception. La déception. Alors, il vous reste Sulu, merci de lancer une scannification de la planète, ou on tire une cartouche. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Ça dépend comment tu veux la jouer, si tu veux la jouer très sérieux ou pas du tout.
Non, là, on est le STFC, on scanifie la planète. Vous Comment scanifiez scanifier la planète, très bien. Soulou ne sait pas ce que veut dire scanification de la planète. On était sûr. Il appuie sur des boutons au hasard se disant qu'au pire, le capitaine ne saura pas ce qu'il fait. 2. Il regarde dans le script planqué sous sa chaise pour savoir ce qu'il faut faire. 3. Il tire une cartouche. Je dirais bien deux, il regarde Ouais, le le script script, sur sa chaise pour savoir ce qu'il faut faire. La 2, vous validez, il regarde dans le script Ouais, il planqué sous regarde sa le chaise. Allons-y. Hop, putain, c'est tellement long ce truc. Ah merde, je suis paumé dans mon truc. Alors. Ah, reviens. Alors, tac, tac, tac. Putain, non, je suis trop loin. Pardon, excusez-moi. Il se fait gauler par Spock et Kirk qui se demandent sérieusement ce qui se passe. Spock se retourne vers son ordinateur, fait un scan et comprend ce qu'il se passe. Il dit à Kirk, « Capitaine, savez-vous qu'il y a des choux de Bruxelles à la cantoche ?» Kirk fait. Donc 3 choses. Demi-tour et invite Spock à le rejoindre dans le couloir. Kirk se dépoile et se met de l'huile sur le torse avant d'attaquer Sulu dans une bagarre viriliste. Il tire une cartouche. Bah, je pense qu'il y a une proposition qui t'a un petit peu interpellé, Sébastien. Oui, c'est la proposition numéro 2. Son attente. Allez, on tente la 2. Allez, La 2, Kirk se dépoile et met de l'huile sur son torse avant d'attaquer Sulu dans une bagarre viriliste. Oui. Bien. C'est-à-dire qu'il y a une bouteille d'huile à proximité, quoi. Toujours. Toujours. Non, mais c'est dans le fauteuil du capitaine, c'est intégré. Ah ouais, d'accord. Normal. Il y a des compartiments sur le côté. Alors, il se jette sur Sulu qui entre dans la bagarre. Spock intervient discrètement et lui fait une prise neurale vulcaine. Qu'est-ce qui se passe à votre avis après ? Avec cette prise neurale vulcaine, ils amènent le Sulu soit à McCoy, soit il se rend dans la salle des machines pour amener le Sulu, soit il tire une cartouche. Allez, on va être gentil, on va dire qu'il l'emmène à McCoy. Bien joué, en l'emmenant à McCoy, ils le font tomber dans le couloir. Putain, la vache. Ils sont pas loués. Il s'ouvre le crâne et découvre qu'en fait Sulu était un affreux robot intermittent du spectacle. Le vaisseau serait peut-être infiltré. Il faut donc trouver une cachette pour examiner le corps et découvrir qui est derrière tout ça, fuir à toute vitesse vers la Shuttle Bay ou tirer une cartouche. Oh, on pourra peut-être tirer une cartouche, non? Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Ouais, ça pourrait être marrant. Allez, on tire une cartouche. Vous tirez sur le corps de l'androïde. Le phaser mal réglé semble éteindre définitivement la créature. Vous avez maintenant la bonne fréquence pour déglinguer du robot. Vous essayez de comprendre qui sont ces robots en démontant leur cerveau positronique. Vous mettez un plan en place pour désactiver tous les robots d'un coup. Vous tirez sur tout ce qui bouge en mode YOLO. Allez, en mode YOLO, Moji. C'est dégueulasse. Ça. Bon, en mode YOLO alors. La stratégie était bonne au début, mais la sécurité du vaisseau attaque rapidement. Vous vous retrouvez acculé, plus qu'un choix, prendre une navette et fuir pour avertir la Fédération. Ce qui vous amène à... Scotty vous attendait dans cette Shuttle Bay et vous capture avec d'autres personnes. C'était un piège des intermittents du spectacle. Il vous remplace vous aussi et vous envoie goûter l'air frais de l'espace. Vous avez perdu. Waouh. Oh, Sans pitié, quoi. Allez, 5-10 pour le moment. Quelqu'un veut retenter une... Et alors, question, ça veut dire que nous, on sait qu'il y a des intermittents robots ou c'est complètement, on va dire, une autre timeline? Si vous prenez une autre timeline, ça peut être une autre timeline. Ouais. D'accord, donc là, on part du principe que là, on n'est pas parti. On ne sait pas qu'il y a des robots intermittents, quoi. Par exemple, vous pouvez plus reprendre... Tac, tac, tac. Vous pouvez plus reprendre... Il regarde dans le script. Vous pouvez plus reprendre cette ligne, quoi. Ok. Okay. C'est quoi nos choix là? Alors, vos choix, c'était on tire une cartouche. Spock, saviez-vous qu'il y a des choux de Bruxelles à la cantine? Et Sulu, merci de lancer une scanification de la planète. Ah mais attends, on est revenu en arrière. Vous revenez au début, ouais. Ah d'accord. Mais la scanification, on peut pas le prendre puisqu'ils l'ont pris. Ouais, mais là, je pensais pas que vous allez perdre si vite, en fait. Parce qu'en fait, on a perdu. Moi, j'ai pas non, toi, compris, t'as gagné. Vous avez gagné, vous, mais le STFC a perdu. Ils étaient bien partis, là, pour arriver sur une des meilleures branches, d'ailleurs.
Parce que quand j'ai fait François Pérus, moi je croyais que c'était bon, on reculait pas, tu vois. Ah non, c'était la flemme du scénariste. Il y a plein de cases D'accord, flemme ok, du d'accord. scénariste. Vous avez gagné. Bah, du coup, il Bon, nous reste bah, la la cartouche, quoi. scanification ou la cartouche, ouais, tout de suite. La cartouche tout de suite. Vous avez détruit Bah oui. la planète, vous avez perdu. Ok, allez, next. Allez, le FTFC, essayez de vous rattraper. Il faut juste progresser de 5 étapes dans l'histoire pour rattraper nos amis du Quadrant Pop. Alors, bon, tirez la cartouche, vous avez compris que ça vous menait nulle part. La cantine et les shows de Bruxelles, ça peut vous amener quelque part. Toujours la cartouche. Et oui, il y a des gens qui nous parlent sur le live. Et puis, bah, vous avez toujours la scanification de la planète. Qu'est-ce que vous choisissez ? Peut-être qu'on va essayer de corriger nos erreurs, non? Je sais pas. Ouais, on va partir sur la scanification de la planète. On rescanifie la planète. Pour être Voyage sûr. temporel. Alors, scanification de la planète, sachant que vous pouvez plus choisir le script. Ouais. Alors, il appuie sur des boutons au hasard, se disant qu'au pire, le capitaine ne saurait pas ce qu'il fait, notre ami Soulou, ou il tire une cartouche. Bah, j'ai peur qu'en appuyant sur des boutons au hasard, ils détruisent la planète aussi. Ah. Bah, je dirais qu'il appuie sur des boutons au hasard, non? Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Ouais, de toute façon, ça marche tout le temps. Ouais. Faut le Ouais, savoir en bon, allez, informatique. il appuie sur des boutons au hasard. On avance. Ce faisant, il tire une cartouche en direction de Microvariant 2. L'explosion relève une installation militaire occultée. Kirk demande alors d'envoyer une équipe sur cette installation pour vérifier ce que c'est, de faire demi-tour. On n'a rien vu, c'est bientôt le week-end. De tirer une cartouche. Encore une Ah, fois. allez, allez, On dit est qu'il envoie une vendredi, équipe. c'est bientôt le week-end, hein, non? Ah non, On est jeudi. toi, tu veux te barrer, toi? Je sais pas, j'aurais envoyé quelques red shirts, et quoi, au moins qu'ils meurent honorablement. Quoi. Ouais, pas faux, allez, ouais. Allez, Redshirt. En s'approchant de l'installation pour téléporter une équipe de Redshirt, une sorte de vortex apparaît et fait sortir une flottille de vaisseaux romuliens d'un passé très ancien. Les Romuliens en exode. Spock propose 1. De parler en premier. S'il s'agit des Romuliens de l'Exode, c'est normal. Ça serait normal pour eux de rencontrer un Vulcain et non un humain, qu'ils n'ont jamais vu et dont ils ne connaissent pas l'existence. Surtout pour savoir où ils en sont. Tu veux rien dire ça. De laisser Kirk gérer, de tirer une cartouche. Ah bah, je dirais le 1, de laisser Spock parler. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Ah, moi, j'aurais dit Kirk. Parce que Kirk arrive toujours à faire des trucs incroyables. Bon, bah, on prend Kirk alors. Allez, on mise tout sur Kirk. Les Romuliens ne comprennent rien à ce que Kirk dit. Pris de panique, il tire sur l'Enterprise, vous avez perdu. Voilà, putain, j'avais encore raison, je te l'avais dit, Hugo. Alors, on va reprendre par là le Quadrant Pop. Il vous reste de parler en premier, de faire parler Spock en premier, ou de tirer une cartouche. Bah, du coup, on n'a pas trop le choix, je pense. On Bah, laisse Spock parler. Laissons parler Spock. Il a souvent raison en plus. Il a souvent raison. Bonne pioche. Les Romuliens acceptent l'appel et comprennent que Spock est égaré dans l'espace. Néanmoins, il reste suspect par rapport au vaisseau si on avance sur son temps qu'est l'Enterprise. Spock propose une rencontre sur le vaisseau amiral romulien. Kirk viendra avec lui avec son cosplay de Romulanais. Sur le vaisseau, ils sont accueillis par la chef des Romuliennes. Kirk décide alors d'expliquer la situation, que la flotte a fait un bond dans le futur et qu'il faut trouver un moyen de les renvoyer dans le passé car la ligne du temps va changer. Je sais très bien ce que ça va être la troisième. D'en savoir plus sur les intentions des Romuliens avant de leur dire la vérité et de fouiller un peu leur vaisseau. 2. Dire bonjour, être poli, le chercher du regard, l'écouter, accepter un verre de bière romulienne, d'écouter son voyage, de la raccompagner à ses quartiers, pour être sûr qu'elle ne se trompe pas de chemin, une fois sur la porte, de la regarder avec beaucoup de tendresse pour tirer une cartouche. Voilà. Évidemment. Évidemment. Alors, Romain, je te laisse choisir. La première était bien. T'expliquer soyons la sérieux. situation de la flotte ? D'accord. Oui. À ce moment-là, une autre perturbation temporelle surgit dans cette région de l'espace. Et l'installation militaire semble être une porte temporelle iconienne. Il en sort une tête géante. La tête de J.J. Abrams. Ah Que non. faire ? Savoir quelles sont ses intentions,
tout en lançant une scanification, de lancer toute la flottille romulienne dans le portail tant que celui-ci est ouvert, de tirer une cartouche. Ah bah là, tu tires une cartouche. Hein. Non, prime directive. Non, d'accord, ok. Le deuxième choix. Le deuxième choix. Attends, si tu fais ça, tu vas créer la Kelvin Timeline. Fais gaffe. Ah, bon, le premier choix, on va essayer de lui demander ce qu'il veut, mais je pense qu'on va se planter parce que il est pas toujours cohérent, ce garçon. Savoir quelles sont ses intentions. D'accord. Oui. En ouvrant le dialogue, vous apprenez qu'il est le gardien des univers étendus. Et le Grand Conseil du Grand H a demandé à changer la réalité de Kirk. Néanmoins, il leur laisse une chance de le faire changer d'avis. Mais il ne croit en général rien d'autre que lui. Il n'écoute que lui. Et Sulu ne sait pas ce que veut dire encore scanification. Eh oui. Donc, ça n'a pas changé, ça. Oui. Donc Spock propose 1. De l'envoyer dans un autre univers en utilisant le bouclier déflecteur pour inverser quelque peu la fréquence, ou des choses que j'arrive pas à comprendre scientifiquement. De virer Sulu, putain, il sert à rien. Et de tirer une cartouche. Bah, mais à quel moment ils vont revenir, les intermittents du spectacle là? C'est ça que je me demande, moi. Ah là, on est plus sur la timeline des... D'accord, ok. On est dans une autre dimension, très bien. Eh ben, moi, je pense que la première, ça me semble bien. Un classique, quoi. Dans une autre. Tu revalides? Ouais, tu fais un peu la techno blabla, et puis c'est bon. Vas-y, tu l'envoies dans une autre dimension qui nous casse pas les pieds. Alors, envoie-le dans la dimension de Felicity. Voilà, il sera très bien là-bas. Spock fait modifier la fréquence du bouclier déflecteur pour envoyer la tête géante. Mais la fréquence, la puissance ne semble pas suffire. Que faire? Merde. Demandez à l'ensemble de la flottille romulienne de faire la même chose en modifiant le bouclier déflecteur. De donner raison à J.J. Abrams et d'abréger les souffrances de l'auteur de ce jeu en décidant de rebooter l'univers. Ou de tirer une cartouche. Oh, bah, la première, bien sûr. On est bien parti, on continue. Ah oui, vous êtes à 8. Dans l'ensemble il demande à l'ensemble de la flottille romulienne de tirer. Tous les vaisseaux envoient la même onde, machin, truc, bicule, chose, insérer un truc de science, pour repousser J.J. Abrams dans une autre dimension. Mais il faut régler la fréquence de la dimension en question. Vous avez 3 choix. Laissez Spock gérer le problème jusqu'au bout, laissez Kirk gérer le problème pour en tirer la gloire, tirer une cartouche. Oh putain. Si ça règle... en général, quand ça marche pas, quand il y a un problème avec une solution qui est mise en place par Spock et qu'il y a un truc qui coince, c'est à ce moment-là que Kirk il a une idée un peu farfelue, contre-intuitive, qui finalement s'avère être la bonne. Donc je me dis, parce que ça montre la complémentarité des personnages. Donc moi je me dis, il faudrait peut-être laisser Kirk gérer les trucs. Qu'est-ce que t'en penses, Romain? Ça semblerait logique. Ouais, ça me semble logique aussi. On va laisser Kirk en espérant qu'il va pas tirer une cartouche de la Romulienne. Je vous rappelle que ce jeu, c'est moi qui l'ai écrit et que je suis absurde. Kirk pousse Spock au bon moment et rentre la fréquence pour faire le beau. Mais il se trompe sur un chiffre. Tout d'un coup, c'est le noir total. Pendant un petit moment, il sent quelque chose lui serrer la tête. Des cris de femme. Une alarme aussi. Il y a des tirs de phaser, une femme qui crie et quelqu'un qui lui tire la tête. Mais il est en train de naître. Il est sur l'USS Kelvin en train de naître durant une bataille. Vous avez perdu, la Kelvin Timeline existe. Fuck, on n'a pas empêché la Kelvin Timeline, merde! Vous êtes arrivé à 9. C'est très très bien, vous êtes arrivé à 9. Ah putain de merde. Allez. Bien ce jeu. Ah mais il est tellement long à écrire, ça fait 2 jours. Enfin, En fait, tu devrais peut-être enregistrer tes séquences au préalable et puis les lancer. On en discutera. Ouais, et tu m'as après commercialisé, ça sera le 154e jeu Star Trek du coup de exactement, l'histoire. voilà. Et bim. Allez, alors le STFC, est-ce que vous voulez reprendre une des timelines? On va retenter notre chance quand même. Ok, alors une qui n'a pas été faite. On va repartir sur le Spock qui se fait gauler par Spock et Kirk qui demandent sérieusement ce qui se passe. Spock retourne vers son ordinateur et comprend ce qu'il se passe. Il dit alors au capitaine Kirk, capitaine, vous savez qu'il y a des choux de Bruxelles à la cantoche. Kirk fait demi-tour et invite Spock à le rejoindre dans le couloir. Vous pouvez plus utiliser, Kirk se dépoile et met de l'huile sur son torse. Voilà. Il tire une cartouche. Ah, on va dire qu'il l'emmène dans le couloir, non? Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Oui, ça va bien se passer. Ouais, ça va se passer ce coup-ci.
Ils se font donc surprendre par McCoy, qui leur dit alors à son tour qu'il a surpris Chapelle en train de parler à un mur invisible pour se plaindre d'un rôle qu'elle devait jouer et d'une jupe trop courte. Spock décide alors de faire une prise neurale à McCoy. C'est un connard d'humain et de toute façon il arrive comme par hasard à un mauvais moment. Il est donc logiquement dans le complot et en plus c'est un putain de connard. De se rendre en salle des machines pour voir si Scotty est témoin des mêmes phénomènes et surtout lancer une sorte de scan du vaisseau Discreto Vulcano, ou de tirer une cartouche. Moi, je dirais le 2. De se rendre en Et salle des voir machines. Scotty. Ouais. Allez, on va voir Scotty. En rentrant dans la salle, quelque chose cloche. Kirk regarde Spock et Spock lui dit qu'il manque le moteur et qu'il manque des machines, l'ordinateur. En gros, il manque tout un décor. C'est un piège. En effet, les intermittents du spectacle ont remplacé tous les personnages. Un narrateur sorti de nulle part, plutôt beau gosse, brun, avec une petite barbe, annonce que les joueurs mystérieux viennent de perdre. Oh, non, c'est pas vrai. Vous êtes cher mauvais quand même. Non, c'est le complot, je suis sûr. C'est le complot. C'est timeline, on a des petits problèmes avec les différentes Ouais, timelines. voilà. Ouais. Putain, vous êtes pas tombé sur la fin Star Wars encore, ça me fait chier. Elle était rigolote celle-là. Ah bah, j'imagine que c'est avec J.J. Abrams encore. Ouais, et il y a une fin Stargate aussi. Ah merde. Tiens, Hugo, on a loupé la classe. Ouais. C'est dommage. Bon, alors c'est une écrasante victoire pour le quadrant pop hein, pour le moment. Hein. Qu'est-ce que dit le STFC? En fait, si j'ai bien compris, il faut toujours prendre les trucs les plus débiles. Quand on veut être rationnel, on se fait niquer, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Peut-être pas trop Mais non plus, parce que tu remarqueras que tout à l'heure, j'ai tenté des trucs, ça a lamentablement échoué. Ouais, c'est pas faux, ouais. Et puis pareil, le quadrant pop, là, sur sa ligne à être sérieux à chaque fois sur les réponses sérieuses, sont arrivés vachement loin. Après, c'est Ouais. comme dans la vraie vie, hein, j'ai envie de dire. Le sérieux ne paye jamais. Et surtout chez moi, oui, j'adore l'absurde, désolé. Voilà, bravo. Bah ce fut court, bah, ça fait 40 minutes quand même qu'on dit des conneries. Des conneries, ouais. quand même. Merci pour ce moment. Ouais, bah, je t'en prie. Vous avez perdu cette fois-ci, le STFC. Puis lamentablement. Ah, Ouais, voilà. c'est le pull AEW qui a porté chance. Ah, parce que c'est déjà fini, là. Ça y est, on a gagné. Bah ouais, d'habitude ils sont un peu meilleurs quand même, le STFC, ils vont loin. D'accord. En fait, je pense qu'on a voulu être trop rationnel, en fait. Vous avez On voulu a être été très trop bons, sérieux. en fait, c'est ça. Hein. La dernière fois, vous aviez joué quoi? Je me rappelle plus, la dernière fois c'était TNG. Ah, c'était TNG, ouais. Ah, mais donc, il n'y a pas de quiz en fait. Moi, je pensais venir à un quiz. J'avais révisé mes classiques. moi aussi. Star Trek. J'avais relu la biographie de Gene Roddenberry. Non mais je fais plus de quiz Star Trek parce que des fois les questions sont trop... Regardez sur le jeu là, 125. C'est un truc Ouais. de fou parce que sur Ouais, non, Wikipédia, il n'y a pas de ça écrit et il n'y a jamais les bonnes... C'est chaud hein, de faire des quiz sur Star Trek. C'est chaud parce que il n'y a jamais les bonnes sources. Ouais, du coup, après, tu as des réponses qui font sujet à débat. Et qu'ils n'en finissent pas. Bon et sinon, vous me parlez un peu de votre actualité les enfants? Toi, tu as des comics en ce moment, Guillaume? Bah, en ce moment, oui et non, parce qu'en fait, c'est des BD qui sont sorties déjà l'année dernière, mais disons qu'avec le Covid, elles sont sorties sans être sorties, donc là, maintenant, je rattrape mon retard et je fais quelques salons, et puis bah, elles sont, pour le moment, elles sont encore commandables en librairie, donc n'hésitez pas, c'est Zone 57 et Bertrand Keftorian. Attends, je vais vous montrer ça. Discutez pendant ce temps-là, j'arrive. Et l'humiliation. Bah, j'en ça, profite pour parler un peu de moi. Vas-y. En plus du cadran pop, vous pouvez me retrouver sur une chaîne qui s'appelle Mode in France sur YouTube où je modifie des vieux jeux vidéo et des vieilles consoles de jeux vidéo que je remets au goût du jour. Voilà, Mode in France, c'est une boutique, c'est une communauté Discord, c'est une chaîne sur YouTube et voilà, c'est mon autre dada, mon troisième après le catch et Star Trek. Et j'en suis très très fier. On va parler de catch, attends, ça va être drôle. Et du coup, tu as ton comics, Guillaume? Ah oui, alors donc, vous avez On Les mettra tous aventures les de liens. Bertrand Keftorian. Qu'on retrouve. Donc, c'est une histoire que j'ai écrite avec Carlos Rodrigo, que j'ai dessinée, et c'est ma femme, Céline Abriel, qui a fait la couleur. Ensuite, il y a sa suite et fin, Zone 57, écrite par Carlos Rodrigo et dessinée par moi-même, et toujours avec Céline à la couleur. Et en fait, c'est des comics, c'est 8 épisodes qui sont sortis d'abord en fascicule comics, quoi, et maintenant que l'histoire est complète, on a tout regroupé dans 2 albums cartonnés qui sont sortis juste avant le premier confinement.
sorti en librairie, donc super génial. Et donc voilà, donc si vous aimez les comédies de science-fiction, les extraterrestres et le fait que ça puisse se passer dans une ville comme Metz, et que si vous aimez aussi taper un peu sur la télé-réalité, je pense que ce comics peut vous intéresser, parce que c'est pas du comics à l'américaine, c'est du comics à la Lorraine. Et c'est une comédie de science-fiction qui dit la vérité, on n'a pas peur. Et le STF... Moi, tu me l'as vendu, hein, j'ai envie de le racheter. Ah, mais faudrait que tu me le fais, que je te fasse une dédicace. Voilà, ça aura de la valeur un jour. Oui. Il y a un gars qui a acheté un fascicule et qui le revend. Le fascicule, il coûtait 5 € à l'époque. Et sur eBay, il le revend 35 €. Alors, je trouve ça un peu aberrant parce que je suis flatté. Et en même temps, je me dis, c'est quand même un peu fou de se dire qu'un truc comme ça peut se vendre 35 €. Personne ne va acheter ça. Et c'est en auto-édition ? Non, à la base, c'est pas de l'auto-édition, parce que l'auto-édition, c'est quand moi j'avais mis mon fric sur la table, par exemple. C'est pas l'auto-édition parce que ça a été fait dans une association qui s'appelle l'association Philactère pour les fascicules. Et après les albums cartonnés, j'ai organisé une coédition avec Weta, qui s'appelle maintenant Vestron, qui édite les Tortues Ninja, les Power Rangers, enfin plein de trucs, quoi. Et ceux qui font les effets spéciaux de Peter Jackson aussi. Non, non pas. Mais ça s'écrit pareil, je crois, oui. Mais c'est ça. Et donc voilà, c'est une coédition, donc là c'est vraiment avec un vrai éditeur, quoi. Un vrai éditeur, très bien. Et les enfants du FTFC, donc les prochains salons, c'est quoi ? Eh ben, ce week-end, on est à la Camoplay de Dijon. Donc on aura un stand à la Camoplay de Dijon. Si tout va bien, au mois de février, on est à Migène Collector, donc à Migène. On s'est positionné sur le Bordeaux Geek Festival, sur le Retro Geek de Vesoul, sur le Bloody Weekend à Audincourt. Donc tout ça. Audincourt, ça c'est bien. Ouais, normalement on y va aussi. On attend de savoir s'il va y avoir une Japan à Lyon, parce que d'habitude on fait la Japan aussi à Lyon. Donc, on attend de savoir s'il va y avoir une Japan à Lyon au mois d'avril. Donc là, voilà, sur 2022, on a déjà au moins 5 ou 6 conventions d'assurés, en croisant les doigts que le Covid nous foute la paix. Et Audincourt, c'est quand déjà ? C'est le 22 et 23 mai. Ah, parce qu'il y a aussi Mestory, parce que j'allais vous dire, est-ce que vous ne pourriez pas passer à Mestory, parce que c'est une convention qui est bien sympathique et qui, je pense, pourrait vous convenir, mais je pense que ça doit être dans les mêmes dates, quoi. Ouais, parce qu'on a déjà dit oui déjà dit oui à Audincourt, parce qu'ils veulent absolument qu'on vienne aussi au Bloody Weekend. Alors après, si c'est pas au même moment, oui, nous, si on peut y aller, pourquoi pas. Ça peut être soit ça sera le même week-end, soit ça sera la semaine d'avant, soit c'est la semaine d'après. Ouais, parce que ce qu'il y a, c'est que la semaine d'après, Audincourt, il y a on fait 2 conventions d'un coup, là, ce coup-ci. On fait donc, Génération Multivers, qui est du côté d'Orléans, et le Bordeaux Geek Festival. D'accord, ok. Si vous avez l'occasion, je vous invite. Nous, on est partants. Et puis autrement, voilà, on espère repartir sur une année normale. Parce qu'en année normale, on fait à peu près au moins une dizaine de conventions dans l'année. Ah bah oui. Et la planète de data semble indiquer qu'on est mal barré, quand même, pour l'année normale. Ouais. Là, déjà, voilà, on avait déjà un peu peur pour ce week-end pour la Camo à Dijon que ça soit annulé. Donc là, pour l'instant, non, ils la maintiennent. Mais je pense qu'on commence à avoir peur au mois de février pour mes jeunes collectors. Bon, vous avez prévu de venir au concert du 31 décembre à Paris, là, le concert Star Trek ? Alors au départ, on devait venir, mais le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé d'hébergement sur Paris parce qu'en fait, tout ce qui était réservation Airbnb, tout ça, ça a été bloqué pour la soirée du 31. Bah oui, forcément. Et oui, forcément. C'est une mauvaise date. Hein. Ouais, parce qu'en fait, on serait venu sans problème, on avait prévu de venir, mais en fait, faut dormir sur Paris la nuit du 31, parce que on a des adhérents qui sont sur toute la France, et on peut pas faire de réservation sur Paris pour dormir, donc c'est un peu compliqué. Alors, Guigui et moi, on devait y aller, et selon mes informations, ça sera annulé, et ça sera repoussé à février, en fait, à cause du Covid. Ouais, oui. Parce que ce qu'il y a, c'est que voilà, ça aurait été une date normale, je pense qu'on serait pas mal à avoir débarqué à Paris, mais pour un jour de 31, c'est compliqué de mobiliser les gens pour si c'est confirmé que c'est décalé à février, du coup, on pourra s'y retrouver. Voilà. Ça serait chouette. Là, c'est plus jouable pour nous, là. Ça serait très chouette. Et sinon, on peut adhérer au STFC. Oui, alors les adhésions rouvrent au 1er janvier. Voilà, parce que là, les adhésions étaient terminées parce qu'on était en AG. On a fait voter, la fédération a voté pour réélire le bureau du STFC et on rouvre les adhésions au 1er janvier. Alors, si tout va bien, on a aussi plein de projets dans la besace pour
pour 2022, parce qu'on aimerait bien, c'est un projet qu'on avait avant le Covid, mais qui n'a pas pu être fait, faire en fait un petit événement à la barre. Et en fait, cool. Génial. On a posé une plaque un peu comme ce qui a été fait à Riverside aux États-Unis pour Kirk, ou qui a été fait, je crois que c'est dans l'Indiana, ils ont fait la plaque Genoa. Voilà, et donc on voudrait faire pareil avec la barre. Donc on avait déjà eu des contacts avec la mairie de la barre pour savoir s'il était possible de faire quelque chose. Et à première vue, ils n'étaient pas hostiles à l'idée, parce qu'en fait, ils ont des touristes qui viennent à la barre. Ah oui. C'est vrai. Pour demander où est le château Picard. Et c'est pas trop loin de chez moi en plus, donc. Oui, parce que c'est entre Besançon et Vesoul. Je sais pas si vous saviez les garçons, mais c'est moi qui avais offert C'était quoi la convention, Guigui? C'était la Comic-Con. Comic-Con France, c'est moi qui avais offert à Patrick 2019. Stewart une bouteille de Château Picard en fait en 2019. Ah oui, quoi, Voilà, c'est ça, et j'avais acheté du Château Picard. Alors pas de la barre, hein, mais le vrai Château Picard, il est à Bordeaux, et je leur avais ramené une bouteille de Château Picard en fait. Mais ils nous ont même dit à la barre, ils ont même des Australiens qui sont venus. Carrément. Ils ont réussi à trouver la barre et ils ont été à la mairie pour demander où était le vignoble. Trop fort. Et ils ont cherché les Romuliens. Picard, il est pas là. Mais parce qu'en plus, la barre, c'est un tout petit patelin, ça fait 100 à peine 100 habitants. C'est ça. Ouais, c'est un mini Il n'y patelin. a même pas de pinard là-bas, non? Il n'y a pas de pinard. Il y en a eu. Parce qu'on s'est renseigné, il y en a eu, mais je crois que c'était avant la guerre. Et maintenant, c'est que des exploitations agricoles, c'est du maïs. Bon, après, avec le changement climatique, c'est pas impossible qu'on fasse du Bordeaux en Bourgogne d'ici quelques années. Hein. C'est tout à fait possible. C'est vrai qu'on aimerait bien faire ce petit événement à la barre pour. Vu qu'il y a des gens. Ça quand en fait, nous, ce qu'on aurait aimé faire, c'est que ça corresponde avec l'anniversaire de Patrick Stewart et de Jean-Luc Picard, ça fait aux alentours du 13 juillet. De cette année? Faut qu'on voit, parce que là, il faut qu'on mette ça en place, qu'on recontacte la mairie de là-bas, parce qu'en fait, ils ont une petite salle des fêtes. Donc, essayer de voir si on peut avoir la salle des fêtes, puis essayer de faire un événement, quoi. Ouais, ça serait super sympa. Hein. Voilà, parce que vu que, pour une fois qu'on a, on a un héros de Star Trek qui est français, qui est francophone et qui est assez connu, autant qui est francophone, vite dit, mais. Il y a l'épisode de TNG où il chante Frère Jacques. Oui, enfin, il le chante. Il le baragouine. Il faudrait faire coup double. Il faudrait faire une soirée à la barre où on sert du Château Picard, quoi. Comme ça. Putain, mais voilà. Gagné. Carrément. Bon, je pense pas qu'on arrivera à faire déplacer Patrick Stewart. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il viendra, mais. Il a pris un coup de vieux, Patrick Stewart, le pauvre. Il fatigue, ouais. Ouais, il fatigue pas mal. Ouais. Non, mais par contre, tu peux essayer de faire venir le doubleur français. Déjà, oui, c'est ce qu'on avait pensé. Et aussi, celui qu'on fera venir, c'est notre membre d'honneur. Parce que là, au mois d'octobre, on a fait les 5 ans du STFC autour de lui. C'est Eric Stilwell, qui est scénariste qui a été scénariste sur Star Trek The Next Generation. Et c'est lui, il a écrit plusieurs épisodes. Donc, c'est lui qui a écrit l'épisode Yesterday Enterprise. Ah, nice. Voilà. Et il a écrit l'épisode Prime Factor de Voyager. Et il a écrit une partie du scénario de Star Trek Insurrection. Ah. Oui, il faut le faire venir, on a des questions à lui poser. C'est bien. Non, on va pas commencer. Donc il a travaillé, il a été coordinateur du script, parce qu'en fait, il était collaborateur de Michael Piller, et il était coordinateur du script sur Star Trek Insurrection. Donc c'est bien, il nous a raconté plein de petites anecdotes sympas sur Star Trek, parce qu'en fait, il a travaillé sur les 7 années de TNG, où à la fois il a écrit des épisodes, il était aussi chargé de la continuité. Donc, il vérifiait que tous les épisodes étaient raccords les uns avec les autres, etc. Puis il nous a raconté pas mal de petites anecdotes de tournage et comment il a écrit, surtout parce que c'est lui qui a écrit l'épisode de Yesterday Enterprise. Donc ça, c'était assez sympa. Alors, je te coupe. Là, j'ai Archer qui demande sur le chat, qui nous demande au cadran pop, y aura-t-il un podcast sur la fondation? Ah, la fondation Roddenberry. Ok. Je ne sais pas. Peut-être, je me le note dans un coin. Ça va rejoindre la liste de tous les sujets qu'on doit traiter. Donc, sûrement un moment, un jour, mais pas tout de suite. Et puis autrement, dans les actus, on avait fait les débriefs de la saison 2 de Lower Decks. Ça a bien marché. Nous, les adhérents, ont beaucoup aimé la série. Ah oui, elle est bien, elle est géniale. Ouais, franchement, on a adoré Lower Decks. Est-ce que vous avez écouté nos podcasts où on fait des crossovers avec l'équipe de doublage de Lower Decks VF? Moi, j'en ai écouté quelques-uns, oui. Parce que là, on s'amuse à faire des... C'est une super équipe.
Ils sont super sympas. Et on va continuer du coup à en faire avec eux justement des petits crossovers comme ça. Et peut-être qu'on vous réserve une surprise pour l'année prochaine, mais peut-être que je vous l'ai pas dit. Le footing. Non, mais c'est vrai que franchement, le Overdex, vraiment la saison 1 était bien, mais même limite la saison 2 est encore meilleure, je trouve. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est pas qui est bien, c'est que la série se bonifie avec le temps. C'est incontestable même, c'était vraiment au-dessus, quoi. C'est incroyable. Vraiment au-dessus. Bon, là, malheureusement, on a attaqué la saison 4 de Discovery. Voilà. Est-ce qu'on aborde tout de suite le sujet qui fâche ou Je vous laisse 5 minutes, battez-vous, distriez-moi. Non, je pense qu'on sera tous plutôt d'accord, donc personne va se battre. C'est assez pénible, on est tous assez d'accord finalement. J'ai pas envie. C'est une série qui a du mal à déployer ses ailes. Tu te demandes même si tu finis par te demander si elle en a des ailes. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant en fait. Je regardais le 3e épisode plus tôt aujourd'hui là parce que je savais pas si on en parlerait ou pas. Et je me suis ennuyé, quoi. Et ça me fait chier de m'ennuyer en regardant Star Trek, quoi. Tu vois, c'est pas normal de m'ennuyer en regardant un nouvel épisode de Star Trek et je me suis beaucoup ennuyé quand même. Nous, c'est ce qu'on s'est beaucoup dit. Ce qui nous embête en fait avec Discovery, c'est que là, on arrive à la saison 4 et quand on compare à Lower Decks par rapport à Lower Decks, sur 2 saisons de Lower Decks, on en sait beaucoup plus sur tous les personnages. Oui, ouais, carrément. Une saison de Discovery, quoi. Alors que les épisodes durent 2 fois moins longtemps. Alors que les épisodes durent 2 fois moins longtemps. Mais là, ce qui était bien, c'est que sur la saison 2 de Lower Decks, ils n'ont pas fait des épisodes que sur les Lower Decks, mais aussi sur l'équipage de Passerelle. Donc, on apprend plein de trucs sur l'équipage de Passerelle aussi de Lower Decks. Là, dans Discovery, je suis incapable de vous donner les noms de la moitié des gens qui sont sur la passerelle, quoi. C'est très vrai, c'est très vrai. Et c'est un gros problème, quand même. Voilà, parce que tout tourne soit autour de Burnham, soit autour de Saru, soit autour éventuellement de Stamets. Mais autrement, les autres personnages de passerelle, ils sont là pour faire de la figuration, quoi. Oui, complètement. Moi, Detmer, j'attends, ça fait 3 ans que j'attends un développement de Detmer parce que je trouve que qu'elle a trop du charisme, elle a trop du style, quoi. Et, je pense qu'on va attendre longtemps, quoi. Et puis voilà, on attend, ouais. Mais ils les ont même, d'une certaine façon, pour utiliser un mot à la mode, ils les ont presque un peu cancelled, en fait, parce qu'ils ont fait venir des nouveaux personnages qui, eux, par contre, sont plutôt développés, si tu penses aux personnages... Adira, ouais. Binaire, si je dis pas de bêtises, c'est le bon mot. Bon, eux, ils ont quand même pas mal à raconter. Enfin, là, bon, même dans le dernier épisode, ils sont assez intéressants. Bon, t'as les 2 docteurs le docteur et l'ingénieur, eux, du fait de leur histoire, ils sont aussi en avant. Mais c'est vrai que les autres membres de Passerelle, c'est des fantômes. Ils sont fantomatiques, en fait. Mm-hmm. Ouais. Alors que normalement, Star Trek a toujours tourné autour de l'équipage des officiers supérieurs de la passerelle, quoi. Pas toujours. N'oublions pas TOS, quand même. Oui, non, mais je veux dire, voilà. Non, mais si on devait faire une comparaison, on est à peu près au même niveau que TOS pour Discovery par rapport aux autres membres, quoi. Ça reste de la figuration. Non, oui. Et c'est ça que, alors que, en 2 fois moins longtemps, Lower Decks a réussi à installer tout un équipage, aussi bien les officiers supérieurs que les Lower Decks, quoi. Tout à fait, ouais, carrément. Et en plus de ça, à développer une intrigue sur un fil rouge, ni vu ni connu, quoi, et ça fonctionne super bien, quoi. Donc, mais Lower Decks. Là, mettons, moi, j'ai été bluffé par le dernier épisode de Lower Decks, et franchement, le cliffhanger de fin, je m'y attendais pas du tout, quoi. Ouais, non, mais carrément. Mais même, les garçons, je sais pas si vous avez vu Prodigy, mais même Prodigy qui s'adresse plus à une audience enfantine par rapport à Lower Decks, mais même Prodigy, si tu veux, en quelques épisodes, les membres d'équipage qui sont très caricaturaux, mais du fait de leur caricature, on les reconnaît. Ils sont que 4 et on les reconnaît. Voilà, ils ont leur personnalité et tout très rapidement, quoi. Et ils ont installé ça en 3 épisodes, quoi, enfin quasiment. Discovery, c'est un peu inexplicable sur ce point-là. Je t'en dis, voilà, sans spoiler, j'étais content du dernier épisode qui est quasiment à l'honneur, ce que je pensais être une espèce en voie de disparition, donc un épisode dont le scénario principal est bouclé et tient en un épisode. Et ça m'a fait du bien quand même, tu vois. Au moins, j'ai eu l'impression de voir quelque chose de complet, quoi. Donc rendez-vous sur Pluto TV demain. Ouais, c'est ça. Puis malheureusement, Discovery a ravivé aussi tout ce qui était question du canon, du respect de la continuité. Ça, à chaque épisode, on remet encore ça sur la table. Oui, bon, ça, à la rigueur, ça faut faire notre deuil, tout en se disant quand même que, faut pas déconner, le canon n'a jamais été à 100% correct tout du long. C'est vrai dans Star Trek, c'est vrai dans les comics, c'est vrai dans énormément de domaines. Une franchise aussi longue, aussi tentaculaire, elle peut pas être cohérente à 100% avec elle-même.
tout du long. Ça l'a jamais été, hein, c'est un fantasme de dire que c'était le cas, mais malgré tout, c'est vrai que depuis Discovery, ça part un peu plus en sucette. Sauf que je pense que avec la saison 2 de Picard, ce que j'attendais, enfin, une explication, une rustine que j'attendais dans la saison 2 de Discovery risque d'arriver dans la saison 2 de Picard, qui est le voyage dans le temps, qui fait qu'on risque d'avoir un univers Prime bis qui pourrait corriger des petits détails ici et là, qui seraient des incohérences, du coup, seraient balayés du revers de la main des scénaristes en disant il y a eu un changement temporel au 21e siècle, ça a remis un peu les choses ça a un peu bougé certaines choses, et donc du coup, ce n'est plus des incohérences, c'est un changement temporel. Voilà, tu peux te dire ça comme ça. Une petite pirouette scénaristique qui est pas plus déconnante que plein d'autres trucs. Donc, moi, ça m'irait très bien. Hein. Il faut juste que ce soit bien fait, quoi. Enfin, que ce soit plus intéressant que on n'a pas le droit de parler de Discovery. Ouais. C'est là, on est parti dans une spirale de Star Trek tout au long de l'année, parce que ce qu'il y a, c'est que là, on a Discovery. Non, derrière, on enchaîne Picard. Normalement, derrière, on enchaîne Strange New Worlds. On enchaîne. Après, on la verra pas tout de suite, la série, à mon avis, mais normalement, le but qu'ils ont, c'est que normalement, maintenant, toutes les séries se suivent les unes derrière les autres, en fait, si j'ai pas compris. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ça aurait d'ailleurs déjà dû être le cas de l'année dernière, et ça a été repoussé à cause du Covid. Le problème, c'est pour nous, humbles Français, c'est vrai que ce mouvement va être complètement brisé, parce que malgré la diffusion sur Pluto TV, qui est mieux que rien, hein, faut quand même le reconnaître. Enfin, faut rendre ça à Paramount, c'est mieux qu'un coup de poing dans l'œil. Mais honnêtement, à moins d'être un méga ultra fan, qui va se connecter sur Pluto TV le vendredi soir de 9h à... Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, est-ce qu'on n'aurait pas les chiffres de Pluto TV? Ça serait intéressant de savoir. Non, mais on pourrait les demander, en tout cas. Et en tout cas, je ne sais pas si ça indique quoi que ce soit, mais les audiences du podcast n'ont pas... elles n'ont pas chuté. Donc il n'y a pas eu un manque d'intérêt. Alors après, est-ce que les gens ils ont piraté ou est-ce qu'ils regardent sur Pluto TV, ça je sais pas. Mais en tout cas, la crainte de est-ce qu'il y a des gens qui vont arrêter de regarder, je pense que cette crainte-là n'est pas... Elles n'ont pas chuté, peut-être pour notre audience qui, si tu tapes des podcasts d'1h30, t'es quand même t'as faim si tu veux, quoi, tu vois, sur Star Trek. Mais c'est vrai que l'un des qualités, par contre, que je trouve à Discovery, c'est une vraie qualité, c'est un vrai succès de la série, c'est d'avoir amené toute une nouvelle génération à Star Trek. Et ça, par contre, c'est indéniable. Et ça, je le défendrai mordicus, malgré que je sois pas particulièrement positif sur la série. Mais je vois sur Twitter des générations très jeunes, et justement, on parlait de binarité, etc. Des gens qui se reconnaissent beaucoup dans tous ces nouveaux personnages, tu vois, non-binaires, etc. Et ça, je trouve ça vraiment très rafraîchissant, surtout que c'est un sujet sur lequel Star Trek était un peu... c'était pas un des sujets où ils étaient le plus en avance, on va dire. Le traitement des femmes en général, et encore moins de l'homosexualité, qui était quand même un des gros tabous des séries sous l'ère Bergman, en fait. Et moi, je regarde, c'est pas pour les gens comme nous que je me fais du souci, parce que soyons honnêtes, les gens comme nous, on verra, légalement, illégalement, on arrivera toujours à voir nos Star Trek, si tu veux. C'est plus justement pour ces jeunes qui ont découvert Star Trek parce que c'était sur Netflix, ils se sont dit, tiens, c'est quoi ce truc, blablim, bloum, bloum, ça flash, et tu vois, qui tombaient dessus, en fait, si tu veux. Et ceux-là, à mon avis, on les perdra. C'est pas les auditeurs du Quadrant Pop, mais la franchise Star Trek va les perdre, en tout cas, pendant 2 ans. Et ces gens-là, je crois pas non plus, si tu veux, que quand c'est sur Netflix, c'est dans un flux, tu vois, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de regarder, mais j'ai du mal à croire que ces gens-là, pour Star Trek, iront lâcher, tu vois, 20 balles ou je sais pas combien. Non, c'est clair qu'il y a peu de chances que ce soit pour Star Trek qu'ils le fassent. Hein. Il faudra espérer que Paramount Plus a d'autres cartes dans sa besace pour les faire venir. Hein. Ou alors que Paramount s'associe avec Canal ou avec quelque chose d'autre, une autre entité qui puisse faciliter les choses. Et que le prix soit attractif. Mais c'est clair. Mais ça, on verra bien l'année prochaine comment ça va se passer. Hein. Mais c'est vrai que oui, Discovery marche bien, parce que nous, on s'en rend compte quand on est en convention. Parce que sur une partie de notre stand, on a une partie Discovery, parce que j'ai quelques vaisseaux de Discovery, on a quelques props de Discovery. Et les gens nous parlent quand même pas mal de Discovery. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent. Ouais. Et même là, sur les dernières conventions qu'on a faites, c'était à QC au mois de septembre, à Génération Star Wars. Et au mois d'octobre, là, on était au Saint Galactic Days. Et Discovery a bien marché. Il y a beaucoup de gens. Moi, je confirme. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions. Et Picard a beaucoup marché aussi. Quand je suis en convention, on me parle pas mal de Discovery, mais on me parle aussi beaucoup de Lower Decks parce que je dessine des petits Lower Decks.
Donc du coup, effectivement, c'est là que je m'en compte. Bah, d'ailleurs, j'en ai un juste là. Hop, je monte notre équipage. Et en fait, justement, il y a des jeunes qui ont découvert Star Trek par Lower Decks. Genre, il y a un gars, il arrive, un jeune, je sais pas, il doit avoir 16 ans, il regarde mon dessin, il fait « Ah, ça je connais, c'est Star Trek ». Je dessine une Mariner. Je fais « Ah, ok ». D'accord, pour lui, Star Trek, c'est Star Trek Lower Decks. Et moi, j'aurais jamais cru que ça fonctionne, en fait, dans ce sens-là. Dire que c'est Star Trek Lower Decks qui serait une porte d'entrée pour certains publics. Et en fait, visiblement, ça a l'air de fonctionner. Et on voit bien dans les réseaux sociaux que, notamment, tu te souviens, Romain, l'année dernière, tu disais, en parlant, pour vanner le final de Discovery saison 3, en fait, tu avais fait tout un laïus pour faire croire que tu avais adoré, etc., que c'était génial. Et en fait, tu nous disais que tu parlais de la fin de la saison 2 de The Mandalorian. et parce qu'effectivement, sur Twitter, il y a eu une explosion d'ondes positives, de gens qui étaient contents d'avoir vu ça, etc. Qui est en larmes. Pour Star Trek, carrément. Alors, pour Star Trek Lower Decks, évidemment, il n'y a pas cette charge émotionnelle. Mais ceci dit, pour ceux qui l'ont observé sur Twitter, les 2 derniers épisodes, il y a eu une grosse vague de fans très contents de ce que Mike McMahon et son équipe ont pu nous proposer. Et que ça continue encore. Moi, je crois qu'actuellement, Star Trek Lower Decks, c'est sûrement la série qui a le plus d'amour pour elle. Et ça se mesure au nombre de fan-art qui sont très très nombreux. Et Star Trek Prodigy est en train de la rejoindre, d'ailleurs. Donc, finalement, le futur de Star Trek, en termes de satisfaction, actuellement, il se trouve peut-être de l'animation. Donc, on espère que ça va transformer l'essai pour Picard et pour Strange New Worlds, évidemment. Et c'est vrai, parce que là, en plus, nous, moi, j'étais content parce que ça fait longtemps que je l'attendais. Pour ceux qui font les collections sur Eagle Moss, des vaisseaux de Star Trek, ils sortent au mois de janvier, alors en précommande, et c'est déjà parti comme des petits pains, le Cerritos, en version XL. Donc, bon, moi, j'ai sauté dessus le premier jour quand ils l'ont annoncé, Eagle Moss, mais je crois que c'est fini, on ne peut plus le précommander. Non, mais il y a beaucoup de produits dérivés Lower Decks, comme par exemple les t-shirts Ritos, qui ont super bien cartonné. Alors, il y a des gens qui. C'était tout con, mais les t-shirts Ritos à la façon de disco, c'est génial. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'avaient même pas prévu de le sortir, quoi. D'un seul coup, ils se sont retrouvés avec 200 demandes, les mecs, ils ont fait OK, et ça a été sold out le jour J, quoi, le jour même, quoi. C'est incroyable. Donc, les gens qui mesurent justement la popularité des séries sur les forums par rapport aux produits dérivés, je pense que Lower Decks est un bon indicateur que finalement, du public, il y en a pour Star Trek en ce moment et que ça fonctionne plutôt pas mal en fait. Et c'est que le début. Le truc qui doit être très humiliant, c'est que je suis sûr qu'ils ont vendu plus de t-shirts Ritos que de t-shirts Disco. C'est sûr et certain, si tu veux. Parce que quand ils avaient leur t-shirt Disco, je me rappelle même pas quand on avait parlé. Ça n'avait pas fait trop de bruit, quoi. Tu vois. Non, alors que Ritos, tu vois, il y a plein de gens, ils se prennent en photo avec leur t-shirt. De ouf. Moi, dès le Lower Decks, quand c'est sorti, j'ai essayé de trouver les peluches. Tu vois, s'il y avait des peluches, s'il y avait la marionnette là, parce qu'arrive à un moment, il y en a un qui est transformé en marionnette. Peut-être pour offrir à mes petits neveux, en me disant mais c'est trop cool, quoi. Et le pins, tu sais, le maléfique pins. Le badge maléfique, oui. Voilà. Et on les trouve pas encore, mais voilà, tu vois, t'as une envie, comme vous dites, il y a une envie de Lower Deck. Alors Prodigy, je m'y suis pas encore mis, mais il y a une envie de Lower Deck. Je crois que même le showrunner de Lower Decks l'a dit qu'il était étonné, qu'il pensait pas que ça allait marcher aussi bien, en fait. Oui, parce qu'ils se sont adressés aux déçus de Discovery et de Picard, en fait. Des fans qui attendaient quelque chose de Discovery, qui attendaient un retour vraiment du Star Trek qu'ils avaient connu, ont été énormément déçus. Moi, j'en fais partie. Et j'ai retrouvé ça dans Star Trek Lower Decks. Lower Decks, c'est une véritable déclaration d'amour. Et même en sortant. De fans. Et même en sortant un peu de notre univers Star Trek. C'est-à-dire, on est dans la bonne époque. On a un Rick et Morty qui a cassé les codes. On a pas mal de petites séries d'animation de SF. Aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a Final Space et tout qui ont eu leur petit succès. Il y a Zerville, parce que tu parlais de. Mais là, le seul truc qu'on pourrait reprocher à Lower Decks, c'est finalement de refaire un peu ce qu'a fait Zerville en termes de ton, c'est-à-dire de trouver des thèmes, c'est ce que je disais dans le quadrant pop, des thèmes d'épisodes qui pourraient tout à fait convenir à des vrais épisodes de Star Trek, mais de les traiter de manière humoristique, en fait. Même si Zerville, là, sur la fin, c'était devenu un peu sérieux, quoi. De moins en moins comique et de plus Zerville, c'est le Camelot de la science-fiction un petit peu. Ouais. C'est l'Andromeda en amélioré. Ah non, parlons pas de ça. La dernière saison était bien, l'Andromeda. Très peu connu, mais très bien. Mais après en effet, tu te demandes si
finalement, il n'y a pas des erreurs de casting aussi d'un point de vue showrunner, c'est-à-dire que tu te rends Carrément. compte que ces mecs comme Mike Manahan ou rappelez-moi le nom de The Orville, McFarlane. McFarlane, tu te rends compte que c'est des vrais fans de Star Trek et finalement le fait qu'ils soient dans l'humour, finalement tu te rends compte que ce qui sort c'est moins l'humour que leur passion réelle et leur enthousiasme pour cet univers, et c'est un peu, en effet, pour rejoindre ce que disait Hugo, c'est un peu ce qu'on a du mal quand même à ressentir sur Discovery, qu'on a ressenti quand même beaucoup plus sur Picard, je trouvais, qui était beaucoup plus, même si c'est parti un peu en eau de boudin sur la fin, mais je trouvais qu'en tout cas dans les débuts, le scénario de Michael Chabon était quand même t'étais quand même dans quelque chose de très respectueux et en plus avec une vraie connaissance de l'univers. Enfin ça, on pouvait pas reprocher à Picard d'être dans une ignorance de l'univers, mais sur Disco tu sens pas ça, quoi. Enfin moi j'ai vraiment du mal à le sentir. Pour finir la comparaison sur The Orville, il y a une audace des fois. Il y a une audace, moi je me rappelle de l'épisode où ils sont dans un monde en 2D. Ça a l'air con comme ça sur le papier, mais c'était super bien traité. Et c'est un truc qu'on aurait pu voir, je sais pas moi, dans Disco, quoi. Et je pense que c'est le côté sériel aussi qui fait beaucoup de mal à Disco. Mais c'est complètement, c'est ça. C'est le côté sériel. C'est un truc qu'on dit tout le temps depuis qu'il y a l'avènement des plateformes et justement des séries feuilletonnantes où il faut tenir 10-12 épisodes en se faisant tirer une intrigue à rallonge. Alors qu'en fait, parce que déjà, une intrigue à rallonge, c'est plus confortable pour les scénaristes, pour les auteurs, ça les met moins en danger. Et du coup, ils sont un peu plus paresseux, faut dire la vérité. Alors que quand tu fais un truc sériel, tu es obligé d'avoir un truc bouclé à la fin des 45 minutes. Et du coup, tu es obligé d'être rigoureux. J'ai pas mal réfléchi à ça ces derniers temps et je me dis qu'en fait, c'est pas tellement le côté sériel parce que ma série favorite, Deep Space Nine, était une série feuilletonnante à 100%. Oui, mais attends, je pense que c'est la mystery box le problème. Oui, d'accord, mais elle n'était pas sérielle à 100%, en tout cas au début. Il y avait t'as eu énormément de l'honneur avant qu'elle devienne sérielle. C'est super important. Mais t'avais 24 épisodes par saison également. Oui, et en plus t'avais ça. Mais c'est surtout cette écriture qui est un peu commune aujourd'hui à beaucoup de scénaristes et surtout dans l'école J.J. Abrams, à côté de ça je déteste pas, mais voilà, le monstre à grosse tête. C'est surtout en effet cette écriture, tout est en mystery box, c'est-à-dire que tu crées une intrigue au début sans donner la réponse, sans donner le fin mot de cette intrigue, et finalement tu fais durer jusqu'à avoir une réponse que tu as tellement fait durer qu'elle est presque irrémédiablement décevante à la fin de la série, à la fin de la saison en l'occurrence. Et là, c'est particulièrement visible parce qu'ils nous ont fait le burn dans la saison d'avant, qui était le brasier en français, qui n'était pas d'ailleurs une mauvaise idée en soi. Et là, alors qu'il y avait toutes les cartes avaient été redistribuées pour faire un nouveau statu quo super intéressant, comme ils ne savent écrire comme Mystery Box, ils sont obligés de te réinventer, si tu veux, une nouvelle menace intersidérale qui ressemble en plus beaucoup à The Burn dans les faits, parce que t'as l'impression que c'est la seule façon dont ils savent écrire, en fait, dont ils savent écrire une intrigue, en fait. Et c'est un peu désolant, quoi. Moi, j'ai rien contre les séries feuilletonnantes, mais par contre, les mystery box, d'où vient le mystère ? Qui est la cause de ce mystère ? Dadada, dididou, dadada. Ou à la fin, tu vas te rendre compte que c'est la mère de Michael qui a couché avec l'oncle de Saru, qui est machin, un truc bidule. Ouais, c'est tout le temps décevant, en fait. C'est jamais intéressant, ces mystery box à la con. C'est vrai que là, avec le burn de la saison 3, on se disait putain, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Là, donc l'anomalie de la saison 4, moi je me demande qu'est-ce qu'ils vont affronter dans la saison 5, quoi, ce rythme-là. Ouais, c'est ça. Le bug de l'an Ceci dit, il y a un podcast, une émission de la méthode scientifique qui parle justement du sujet des ondes gravitationnelles avec les deux trous noirs. Ils expliquent tout ça. Alors, j'ai pas tout compris, mais je vous invite à écouter le podcast, c'est super intéressant. Et je te rejoins sur ce que tu as dit, Romain, sur The Burn notamment. Nous, chez nos adhérents, quand on a appris l'explication de The Burn, je crois que c'est la brûlure en français, on est vraiment quasiment tous tombés des nues. Quand on apprend que c'est un enfant qui pleure, qui a fait exploser les chambres à distorsion, alors là, wow. Ça faisait très Doctor Who. C'était absurde. Oui, de toute façon, le final faisait très Doctor Who sur cette partie-là. Ouais. Mais une fois de plus, Cyril et Hugo, même ça, c'est pas forcément une mauvaise idée, si tu veux. Le problème, c'est que quand tu t'attends 12 épisodes pour donner une réponse à une question, c'est toujours décevant. Donc, soit tu inventes un truc qui n'a ni queue ni tête, comme quand on s'est rendu compte que c'était la mère de Michael dans la... Vous regardez, chaque saison, c'est un mystery box. Il n'y a pas d'exception dans Discovery, en fait, si tu veux. Et oui, alors... Une fois de plus, tout se tient, tu vois. Mais non, quoi. Enfin, tu t'en fous, en fait. C'est-à-dire qu'au 12e épisode, quand on dit en fait, c'est un... Alors que tu aurais fait un loner, quasiment, ou même tu l'aurais révélé dès le premier épisode. En fait, ce qu'ils auraient dû faire,
ce qu'ils auraient dû faire, c'est, tu vois, garder les premiers épisodes tels qu'ils sont dans la saison 3. Donc, ils arrivent dans le futur, Michael, il retrouve le Discovery. Genre, les 2 premiers épisodes, ou les 2-3 premiers, très bien. Ils arrivent sur la Terre. Hop, à partir du moment où ils rejoignent la Fédération, ils sont intégrés. On a un vrai statu quo avec la nouvelle Fédération, le nouveau Starfleet, etc. Et en fait, il n'y a pas de mystère sur l'origine du brasier. Ils disent juste, on peut pas y aller parce qu'on n'a plus les moyens d'y aller. Vous, avec votre putain de moteur Sport Drive, vous pouvez y aller. Allez enquêter. Ils font ça dès le 6-7e épisode. C'est réglé. On a l'histoire qui est réglée. Et l'histoire avec Ozira, la chaîne d'émeraude, ils la développent après. Ils en font vraiment quelque chose. Parce que ça aussi, c'était intéressant. Mais mélanger les deux, les faire en même temps, et faire que ça tienne, non, ça tient pas de faire les 2 intrigues en même temps, et puis du coup, les 2 se parasitent, et les 2 ne vont nulle part. Et puis là, c'est vrai, c'est ça qui nous a énervé au Cadran Pop. Là, tu te retrouves avec une nouvelle saison vraiment plein d'espoir, où tu te dis, putain, ils vont pouvoir raconter la création de la Fédération, mais dans le futur, c'est-à-dire sans le carcan qu'avait eu Enterprise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais le carcan du préquel qui t'enferme un peu, tu sais, puisque c'est un préquel, voilà. Là, ils auraient pu refaire Enterprise, mais en version, tu fais ce que tu veux, t'es dans le futur, t'as plus aucune limite. Non, il faut aller réinventer un truc, n'importe quoi, le truc qui rase les planètes et tout, machin. Aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. C'est pour ça que j'étais quand même content que le dernier épisode que j'ai vu aujourd'hui était... c'est un peu éloigné de l'anomalie, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais. Vous verrez, moi j'ai trouvé l'épisode un peu mieux, mais enfin, toujours aussi chiant, mais un peu moins énervant, en tout cas. On en discutera la semaine prochaine dans le prochain podcast. C'est vrai que nous, au niveau des adhérents, voilà, Discovery, malheureusement, on n'en attend plus grand-chose, et ça me fait un peu mal de dire ça d'une série Star Trek, quoi. On a beaucoup plus d'attentes, admettons, sur la saison 2 de Picard, parce que franchement, voilà, c'est vrai que voir le retour de Q, franchement, ça nous titille. Et sur la première saison de Strange New Worlds, parce que je trouve que c'est un peu lui aussi qui a sauvé la saison 2, Anson Mount, dans son interprétation du Captain Pike. On est tous d'accord là-dessus. Hein, je pense que on est chaud, quoi. Je pense qu'on est chaud patate. La saison 2 de Picard, moi, elle me fait un peu peur parce que, voilà, t'as l'impression qu'ils veulent te refaire Star Trek 4. Enfin, je sais pas, je la trouve trop balisée. Enfin, les bandes annonces te laissent penser que c'est trop balisé. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu de doute sur Patrick Stewart lui-même, que j'aime. Enfin, c'est un peu triste. Comment expliquer ça sans être... de le voir vieillir. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que je trouve qu'il est moins flamboyant quand même. Oui, et j'ai revu récemment, je me suis refait des épisodes de Picard et je réalise qu'au-delà des faiblesses scénaristiques et tout machin, il est moins flamboyant. Il est en retrait. On sent que c'est sa tournée d'adieu en fait. C'est ça. Ouais, il fait du Star Trek pour dire au revoir. Et... Ouais, il fait un peu la tournée des moi, je n'ai pas vraiment aimé Picard, donc je ne suis pas forcément objectif. Mais je pense qu'il a appelé beaucoup d'acteurs pour leur dire au revoir, pour leur faire voir une dernière fois à l'écran, et après en finir avec Star Trek. Ouais, c'est pour ça que la saison 3 sera sûrement la dernière. Ouais. Mais bon, en même temps, l'acteur, il a 81 ans. Hein. Soyez pas trop dur avec lui. Hein. C'est sûr. Mais c'est là où moi je trouve qu'Hugo a raison. Et le problème, c'est que les tournées d'adieu, ils ont tendance à faire tous les mêmes erreurs. C'est-à-dire que plutôt que de te faire ce qu'on attend tous, c'est-à-dire tous les retrouver une bonne fois pour toutes, ils te diluent le truc, un peu comme dans les nouveaux Star Wars ils avaient fait, où tu avais d'abord Han Solo, ensuite Leia, ensuite Luke, ensuite Leia, etc. Et du coup, t'oublies de faire se croiser les personnages, alors que fondamentalement, c'est ça que tu as envie de voir, tu vois, tu as envie de les revoir interagir ensemble, ne serait-ce qu'une dernière fois, quoi. Et je serais vraiment très triste si, tu vois... Enfin, très heureux malgré tout, mais très triste si dans la 2e saison il rencontre Worf, dans la 3e saison il rencontre, tu vois, genre La Forge, etc. Mais qu'au final il n'y ait pas aucune scène où on les voit tous ensemble, ça me rendrait quand même très très triste. En même temps, pour avoir vu Ghostbusters Afterlife hier, tu te dis, bon, c'est pas toujours une bonne chose. No spoil. Il y a un il en manque un forcément dans Ghostbusters Afterlife, a priori. Il y a un Star Trek qui a réussi à réunir certains acteurs ensemble. C'est Star Trek Online. Ouais, c'est vrai. Star Trek Online, moi j'étais très déçu de Picard qui n'ait pas repris le cheminement de Star Trek Online, puisque moi j'ai découvert Star Trek sur le tard, j'avais que Star Trek Online à me mettre sous la dent, donc pour moi c'était quasiment canon comme univers, donc j'étais assez déçu. Et Star Trek Online avait bien repris, avait bien réenclenché les personnages ensemble, ils avaient bien interagi, c'est vraiment pas mal. C'était plutôt bien réussi.
Mais c'est vrai que pour Patrick Stewart, moi, je suis un peu d'accord, c'est vrai que ça fait un peu tourner des popotes, quoi. Il rencontre un ancien par épisode, il fait son petit adieu, et puis c'est un peu comme Charles Aznavour qui faisait ses 15 tournées d'adieu avant d'arrêter. Là, ça donne un peu ça pour Picard, quoi. C'est un peu dommage, mais c'était Manu qui avait dit, du Cadran Pop, qui avait émis l'idée que peut-être la série Picard, elle pourrait se transformer parce que on pourrait avoir un vaisseau qui s'appellerait Picard. Et du coup, voir l'équipage, enfin les personnages de Captain Rios, etc., rejoindre Starfleet sur un vaisseau Picard, ça aurait de la gueule, quoi, je trouve. Parce que les personnages secondaires de Picard, contrairement à Discovery, sont très attachants. Moi, j'adore le casting, j'adore les personnages, ils fonctionnent plutôt bien entre eux, il y a une vraie alchimie, je trouve. Et du coup, les voir dans un cadre de Starfleet, ça me plairait. Bah ouais, c'est vrai au XXe siècle. Ouais. Là, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Rios, j'ai beaucoup aimé le personnage de Raffi. Ouais, Raffi aussi, elle est pas trop mal. C'était super bien fait. Même, zut, comment il s'appelle, le jeune Romulien que Picard a pris sous son aile. Ouais, voilà. Là, ce qui est bien, c'est que là, en une saison de Picard, ils ont quand même plus développé les personnages qu'en 4 saisons de Discovery. Mais je sais pas s'ils les ont plus développés, mais en tout cas, ils les ont mieux cernés et nous les ont mieux présentés. Parce que les autres, ils ont aussi beaucoup de temps d'antenne, mais ils sont pas bien cernés. Ils sont pas bien servis par les scénarios. Ouais. Ils font que répéter des trucs qu'on sait déjà. On s'y attache pas, en fait. On s'y attache pas, on n'a pas d'empathie pour eux parce que ils nous sont mal servis, quoi, parce que les scénaristes, les auteurs les cernent pas très bien. Et ce qui est étrange, parce que justement, dans l'école de J.J. Abrams, c'est ce qu'ils savent faire le mieux, normalement. Donc on va dire que Kurtzman, c'était peut-être le cancre de la classe. Parce que pour en revenir sur ce problème et à Discovery, je sais pas si vous vous rappelez de la mort d'Eriam, je crois. Ouais. Alors, c'était triste sans être triste, quoi. L'ambiance était pesante, mais... disons que c'était ridicule de nous faire passer du temps sur l'émotion des personnages pour un personnage dont on n'a rien à foutre. Okay. On imagine bien que les personnages qui la connaissent dans l'univers, ils sont vraiment tristes, évidemment. Mais nous, en tant que spectateurs qui ne l'avons pas suivi, on n'en a strictement rien à carrer, quoi. Donc à moins de nous montrer la peine des personnages pour une bonne raison, ce qui n'a pas été le cas, parce que là c'était de nous montrer la peine pour nous montrer la peine, quoi. Effectivement, ça ne marchait pas, quoi. Même si la scène en elle-même était plutôt jolie. Moi, le seul truc que j'ai reproché à Picard, moi, c'est Hugo sera d'accord, c'est le dernier épisode. Je crois qu'Hugo est toujours parmi du dernier épisode de Picard. Non, je pense suis parmi. Et moi, franchement, ce qui m'a tué, c'est tous les vaisseaux de Starfleet qui étaient du contrôle C, contrôle V, quoi. Ouais, après, ils ont pas le budget de Discovery, donc bon, ça, franchement, moi, c'est un truc sur lequel je passe sans aucune difficulté. Hein. Moi, je suis plutôt très attaché au vaisseau, moi, franchement, là. Oui, moi aussi, évidemment, mais bon, pour une scène qui fait 2 minutes, bon, qui n'ait pas voulu mettre des tonnes. Je veux dire, c'était pas les scènes de bataille de Deep Space Nine où là, ça envoyait, quoi. Ouais, mais justement, Deep Space Nine, je crois que je vais regarder par rapport en prenant en compte l'inflation, etc. C'est quasiment le même budget pour toutes les séries sur Discovery, qu'on a un petit peu plus que les autres, je crois. Oui, mais attention, il faut quand même pas oublier que, par exemple, sur Deep Space Nine, pour les fameuses batailles spatiales, ils récupéraient toutes des maquettes, enfin, des années de maquettes, de matériel qu'ils pouvaient réutiliser. C'était déjà amorti. Ça faisait pas vraiment partie du budget de l'épisode en question. Alors, pas sur Deep Space Nine, parce que Deep Space Nine, c'est la première série où ils ont utilisé des modèles CGI. Ils ont dû repartir. Oui, ils en ont utilisé. Oui, mais ils ont utilisé beaucoup de maquettes. Les modèles CGI, c'était des petits vaisseaux qui étaient dans le fond, par exemple. Parce que les modèles, le full CGI, c'était pas dans Deep Space Nine. Dans Deep Space Nine, c'était vraiment beaucoup de maquettes et un petit peu de CGI qui était en fond, parce que d'ailleurs, ça se serait vu d'ailleurs. Et même de toute façon, les modéliser des vaisseaux, que ce soit en maquette ou en 3D, ça revient à peu près au même. Ça coûte de l'argent. Donc du coup, le fait d'en avoir modélisé pour des épisodes précédents, des films précédents, etc., à partir du moment où c'est fait, c'est amorti. Donc pour Picard, cette époque-là, oui, ils n'ont pas modélisé tant de trucs que ça, parce que il me semble bien que le full CGI c'est arrivé au niveau des films dans Insurrection. Du coup, et puis Enterprise et full CGI aussi. Oui, mais le problème d'Enterprise, c'est que les vaisseaux, ils seraient trop vieux, ils seraient considérés comme trop vieux.
Donc, Oui, non, mais ils ne voilà, pouvaient pas voilà. les utiliser, ça aurait fait Ah non, bizarre. non, mais ce que je veux dire, c'est la première série qui a peu utilisé Oui, ce maquette, bien en fait. sûr. Mais non, Ouais. mais d'accord. Mais ce que Ouais. je veux dire, c'est que ces vaisseaux-là, les modèles de vaisseaux-là ne peuvent pas être Ah utilisés voilà, non, non, dans non. l'histoire de Picard. Non, Et non. c'est pour ça que les mecs, effectivement, ils ont fait copier-coller. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, franchement. Ça, c'est un détail, quoi. Je comprends pour les passionnés de vaisseaux, c'est Puis embêtant, mais Ah, moi, je suis scénaristiquement, ça malheureux. s'explique. Hein. Puis les orchidées de l'espace aussi, j'ai pas compris le délire, mais bon. ouais, mais ça, c'est pareil. Ça faisait un petit côté TOS. Je veux dire, il y a eu des trucs plus bizarres que ça dans Star Trek, hein, quand Ah, même. mais par contre, si, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est comment ils ont refait le cube Borg. Ouais, mais Ouais, c'est c'était classe. ça, c'est Voilà, vraiment, le vraiment budget, classe. il est parti là-dedans, à mon avis, tu vois, Ouais. dans le Ouais, cyborg. c'est Parce qu'ils nous l'ont foutu dans tous les épisodes, même quand c'était pas utile. Pourquoi? Ouais. Bah, pour amortir le budget. Pareil Ouais. avec le château de Picard. Ouais. S'il est dans l'hologramme, enfin, si c'est il en a fait dans son holosuite, il a reproduit ça, bah, c'est bien pour amortir le budget du décor. Donc, le Ouais. décor, il est passé dans le château Picard et dans le cube Borg, hein. Ça, il n'y a pas C'est le photo. cube Borg, ouais. Mais, Parce que quand on voit sur YouTube, je sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, mais il y a des fans qui se sont amusés à refaire la scène finale de Picard, mais avec des vaisseaux modernes. Donc on a des classes Oui, Nebula, oui, je l'ai etc. vu, ouais, j'ai vu. Ouais. C'était du travail qui était excellent de mon point de vue. Je pense pas que ce soit quelque chose qui était Alors, impossible pour les. Est-ce que scénaristiquement, ça s'explique pas sur le fait que la Fédération est un peu moins naïve et qu'elle crée maintenant des flottes de guerre avec des vaisseaux de même type pour intervenir, par exemple? Oui, c'est une bonne explication. d'un autre côté, oui, me va très bien. c'est ce que dit aussi à un moment l'amiral Clancy, je crois, dans Picard, où le fait de aussi l'effondrement de l'Empire romulien a rebattu les cartes et a fait comprendre à la Fédération qu'il fallait qu'elle s'arme et puis que la galaxie est beaucoup plus instable qu'à l'époque de TNG, en fait. Et pour info, là, je suis en train de préparer un épisode sur l'Enterprise B, donc le classe Excelsior. Le classe Excelsior, il a été produit en série dans le canon de façon, même au temps de Deep Space Nine, il y en avait 2 par an, quoi, qui étaient sortis des usines, et pendant un temps, c'était 10 par mois, quoi. Oui, mais à côté de ça, on avait toujours des classes différentes. On avait des classes même si on différentes, regarde mais c'était dans un les vaisseau, marines actuelles, on a toujours des vaisseaux qui ont Bien des sûr. rôles différents, qui sont très variés. Parce Voilà. que justement, ils ont un rôle particulier. Et là, dans Oui, mais Picard, dans Picard, l'intervention, le motif d'intervention, il n'est pas varié. On va se friter. Donc, t'envoies des vaisseaux qui ont tous la même gueule, qui sont là pour le fritage. C'est un Moi, classe Titan. ça me semble pas déconnant, effectivement. ça aurait été valable, mais si. Je crois que Romain parle, mais on n'écoute pas. Romain, on t'entend pas du tout. Ah, t'as dû te muter ton micro, je pense. Ah, on n'écoute pas. Non. Non. Ah, là, du coup, on t'a cancel, Romain. Non, l'argument aurait tenu la route, mais si le problème c'est que les Romuliens aussi, c'est que du copier-coller. On n'a pas vu d'oiseaux de proie d'Eridex, alors que l'Empire est censé avoir éclaté. Ils n'ont pas eu la capacité de reconstruire des vaisseaux. Ils auraient dû se ramener avec des vieux Venator et des vieux d'Eridex. Pourquoi pas 1 ou 2 vaisseaux plus modernes qu'ils auraient fabriqués sur le tard. Oui, on t'entend, Romain. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est Skype qui m'aime plus, je sais pas pourquoi. Je trouve que je parle trop. Non, moi je voulais juste te dire, je suis d'accord avec Hugo, c'était fainéant de faire ça. L'histoire de Star Trek, ça a toujours été des vaisseaux de seconde classe, de différentes classes, pas de seconde classe, de différentes classes. Et justement, c'était un des trucs qui, dans les scènes de baston de Deep Space Nine, faisait le truc. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Et ouais, je trouve ça fainéant. Je suis d'accord. C'est pas très important parce que c'est vrai que la guerre est pas centrale, mais c'était un peu Surtout, fainéant. c'est une scène de 2 secondes, enfin 2 minutes, quoi. Il y a ça qui était fainéant, mais surtout la migration du corps de Picard qui était un petit peu... Oui, voilà, ça, c'est plus problématique quand même. Ouais. Bah, c'est vrai Parce que je les soupçonne de pas en faire grand-chose de cette histoire dans la saison 2. Non. Ah, moi, je rêve de... Je pense qu'ils vont passer très vite dessus, dans la saison 2. Mais ouais. Moi, je rêve d'un retcon vraiment de Q qui arrive et qui dit qu'est-ce que c'est que cette horreur qui fait comme ça. Ah, ça serait et génial. Et t'as Picard qui retrouve son corps ça d'humain. serait super. Ouais, je rêve de ça et franchement, d'un point de vue canon, pour moi, ça passerait crème. Hein. Mais carrément, mais moi je vote problème. pour. Je vote pour. Surtout que là, Q est le seul à pouvoir le faire en plus. Exactement. Oui, exactement. Ouais. J'imagine trop Q faire oh, my capitaine, Chuck, et oh, captain, you're back. Tu vois, et puis fin de cette histoire un peu scabreuse, quoi. Sur ce, allez, un dernier mot peut-être pour le STFC. Non, adhérer. Adhérer. Le STFC a besoin de vous. Voilà. Soyons nombreux. Oui, parce que si on veut faire des conventions dans toute la France, on a besoin d'adhérents. Eh oui. Ça se fait pas tout seul. Je suis d'accord. Dis l'adhérent qui se mêle jamais de rien et qui paye juste sa cotisation chaque année. Qui oublie même de voter. Alors qu'on lui envoie un mail gentiment.
Et du coup, qui c'est le nouveau président? Alors, c'est toujours Guillaume ou c'est quelqu'un d'autre? Oui. Guillaume. Ah non, il y a pas Guillaume. Ah non, Guillaume était vice-président. Ah, il est vice-président, ah, Il est d'accord. le président du vice. Voilà, c'est. D'accord. Voilà, non, j'ai été réélu triomphalement pour un 3e mandat. Ah, c'est toi le président, d'accord. Et en plus, ils envoient le mail avec écrit une abstention. Je fais ah merde, c'est moi. Et bien sur ce. Si vous êtes dans le coin, venez nous voir à la Camo à Dijon ce week-end. On sera content de débattre avec vous sur notre stand. Il y a le Beaujolais nouveau aussi qui est arrivé. Si vous les supportez plus, vous pouvez y aller. Voilà. J'en ai acheté une, elle était particulièrement mauvaise. Ah non, mais c'est tout le temps mauvais. Il y a que vous qui les buvez. C'est toujours mauvais, le Beaujolais. Moi, j'habite là où ça se fait. Le Beaujolais, je le bois pas. Personne le boit. On le sait pourquoi. Hein. On sait ce qu'il y a c'est dedans. pas bon. C'est dégueu. Moi, je le mets dans ma salade. Hein? Oui, voilà, ouais, pour la bouffe, ça peut être utile. Ouais, dans la ouais. vinaigrette, très bien. Dans le Beaujolais. Tellement. Bon, sur ce, les enfants, j'ai été ravi de discuter avec vous. Il faudra qu'on se refasse ça. Il y a eu du monde en plus, là, donc c'est cool. Merci à tous de nous avoir suivis. Et juste Papa Chat qui demande si vous faites quelque chose en Belgique, STFC. Alors déjà en France, on a déjà du mal à répondre à toutes les invitations qu'on a en France. Alors s'il faut qu'on exprime. Alors je sais qu'il y a des Belges qui nous ont contactés parce que je crois qu'il y a des fans belges qui aimeraient monter une asso en Belgique de fans de Star Trek. Donc on leur a dit que voilà, s'ils souhaitaient, on pouvait les aider s'ils voulaient monter une asso. Mais non, on a déjà qu'on a du mal à faire toute la France. On s'est pas encore exporté sur la Belgique malheureusement. Gardez la frite. Donc. Voilà. C'était facile. Je suis fatigué, je suis debout plus de 4h30. Alors je suis fatigué. Je fais des blagues nulles. Et ben merci pour tous. Ça sera donc disponible dès demain. Et puis le Quadrant Pop, le nouvel épisode sort quand? Il sort samedi de la semaine prochaine. Donc normalement le samedi 11 décembre, si je me trompe pas, ou le 10, un truc comme ça. Et avant ça, samedi sur le Coin Pop, vous aurez, donc après-demain, ou demain, quand ça sera en dispo, ta vidéo, vous aurez la filmographie de Quentin Dupieux. Et lundi, vous aurez le Coin Pop, toujours Ghostbusters Afterlife, la critique. Très bien. Et ben merci tout le monde. Longue vie et prospérité à vous tous. Merci à vous. Ciao. Longue vie et prospérité.